Le 7 octobre 2023, la presse s'affole. Un déluge de roquettes dans le ciel d'Israël. Tôt ce matin, l'attaque surprise et massive du Hamas depuis la bande de Gaza. 5000 missiles sont lancés vers Israël depuis la bande de Gaza, une petite bande de terre palestinienne d'environ 360 km² située entre l'Égypte, Israël et la mer Méditerranée. Cette attaque, qui a déjoué les dispositifs antimissiles les plus sophistiqués du XXIe siècle, marque le début de l'opération Déluge al-Aqsa. Une opération militaire orchestrée par plusieurs groupes de lutte armée. Mais en fin de compte, une seule organisation est pointée du doigt par les médias, l'organisation de lutte islamique, plus communément appelée le Hamas. La presse occidentale se rue pour parler de cette situation pour le moins inattendue et ne flanche pas une seule seconde pour exposer au monde les conséquences de cette attaque, en mettant l'accent sur les pertes civiles et les otages détenus à la suite de l'attaque du 7 octobre. Partout en Occident, les journalistes, politiques et médias se disent outrés et choqués d'une telle violence et d'une telle cruauté. Les journées de commémoration sont organisées en l'honneur des victimes de l'attaque du 7 octobre. Paris, Berlin, Washington, tous sont illuminés aux couleurs de l'État juif. Et la réaction du gouvernement israélien ne se fait pas attendre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce clairement son objectif: neutraliser définitivement le Hamas avec l'aide de l'armée israélienne, le Tsahal, qui se considère comme l'armée la plus morale du monde. Israël promet à ce moment-là de débarrasser les Palestiniens de l'organisation du Hamas et leur promet de leur offrir un avenir radieux et plein d'espoir. Un objectif que l'Occident salue, avec le soutien du plus fidèle allié israélien, les États-Unis. Partout où Israël ira, les États-Unis seront là pour les soutenir sans faille, militairement, économiquement et politiquement. Aujourd'hui, Israël continue de mener cette guerre dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens, et a même étendu ses zones d'opération jusqu'au Liban, toujours selon eux pour éliminer la menace armée dans la région. Mais est-ce que tout cela est vrai ? Est-ce que le Tsahal et le gouvernement israélien ont réellement des objectifs nobles, ou sont-ils en train de commettre l'une des pires tueries de masse que l'humanité ait connue ? Les amis, nous allons aujourd'hui démystifier un sujet que peu de personnes d'entre vous connaissent réellement. Une histoire longtemps laissée de côté par les médias. Les amis, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue dans l'histoire véridique et non censurée de ce que le commun des mortels appelle le conflit israélo-palestinien. Bon, en faisant les recherches nécessaires afin d'écrire cette vidéo, je me suis un peu cassé la tête pour savoir par où j'allais commencer. Et, afin de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 30 heures, j'ai décidé que nous allions commencer vers le milieu du 19e siècle, en Europe, alors encore en plein processus de révolution industrielle. Le vieux continent contenait en son sein plusieurs pays/empires, tous composés de peuples plus ou moins différents. Français, anglais, allemands, bref, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer la situation. Non, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'Europe centrale et de l'Est qui connaît à ce moment-là l'émergence de plusieurs courants nationalistes. Plusieurs peuples, serbes, roumains ou même tchèques, voient l'émergence de plusieurs courants nationalistes qui réclament tous une sorte d'autodétermination. Même si ce n'est pas toujours le cas, ces courants s'appuient principalement sur 3 facteurs: une langue commune, une religion commune et une sorte d'ethnie historique commune. Pourquoi je vous parle de ces courants nationalistes européens ? Eh bien, j'y viens tout de suite. Ces courants nationalistes européens, visant à unifier plusieurs peuples au sein d'une langue, d'une religion et d'une ethnie commune, sont considérés par plusieurs historiens comme l'inspiration principale du mouvement juif se nommant le sionisme. Alors la définition actuelle historique de ce qu'est le sionisme est tellement intéressante à explorer qu'elle pourrait faire l'objet d'une vidéo tout entière. Mais pour les besoins de la cause, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible afin que vous puissiez comprendre ce concept primordial par la suite. Le sionisme, dans sa définition la plus brève, est un courant de pensée/idéologie prônant la mise en place d'un foyer national juif, donc une terre d'accueil juif, ainsi qu'une autonomie politique qui passe par la mise en place d'un État juif. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les juifs, à ce moment-là, sont éparpillés aux 4 coins du globe et ne parlent pas tous la même langue. Alors certes, la plupart des juifs européens parlent le yiddish, un dérivé de l'allemand, mais ce n'est pas le cas de tous. Mais quand bien même ils pourraient trouver une langue commune, il reste la question du territoire.
Où vont-ils s'installer? C'est là qu'intervient Theodor Herzl, un écrivain et penseur juif né en Autriche-Hongrie. Il est considéré comme l'un des pères du sionisme, car ayant écrit le manifeste pilier du sionisme, Der Judenstaat, en 1896, ou l'État des Juifs en français. Mais aussi car il a été l'un des fondateurs de l'organisation sioniste mondiale, en plus d'avoir été le président pendant plusieurs années du Congrès juif mondial. C'est à l'époque de Herzl que beaucoup de questionnements ont pu avoir une réponse. D'abord la question de la langue. Il a été décidé que ce sera l'hébreu qui sera utilisé comme langue commune. C'était la langue de la Torah et qui avait été parlée par une poignée d'intellectuels et de religieux. Ensuite et surtout, la question du territoire. Après plusieurs réflexions, il est décidé que ce sera la Palestine qui devra accueillir les Juifs, car ayant déjà un statut spécial, car étant dans la religion juive, la terre promise par Dieu pour les Juifs. Et c'est exactement là le point de départ de tout notre récit. Selon Herzl, la Palestine était à ce moment-là une terre vierge, sans habitants, déjà prête à accueillir les Juifs. En réalité, la Palestine, qui était sous contrôle de l'Empire ottoman depuis bien des générations, était déjà peuplée par des Arabes, et où les Juifs ne représentaient qu'au maximum 5% de la population. En plus, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé mais qui est très important à noter, c'est qu'à ce moment-là, le mouvement sioniste n'était pas prôné par des religieux. En réalité, c'était plutôt des Juifs séculiers qui voulaient faire de la Palestine le foyer national juif, contrairement aux Juifs ultra-orthodoxes et religieux qui s'y opposent fermement, car considérant qu'il faut attendre la fin des temps et la venue du Messie afin de s'y implémenter. Tous les Juifs orthodoxes ne s'y opposent pas, mais une bonne partie, si. Ce qui va expliquer bien plus tard l'opposition de plusieurs juifs ultra-orthodoxes envers ce qui va être Israël. Cependant, le projet d'un foyer national juif va s'étendre petit à petit en Europe et dans le reste du monde et va faire en sorte que des milliers de juifs vont émigrer en Palestine. Maintenant que vous comprenez un peu plus comment le sionisme a commencé, on va aller maintenant du côté de la Palestine. Comme je l'ai dit bien plus tôt, la Palestine est une région de l'Empire ottoman, peuplée en très grande majorité par des Arabes qui sont environ 489 000 en 1890, et où les Juifs ne représentent qu'au maximum 5% de la population. Mais au fur et à mesure que l'immigration juive continue, les Juifs passent de 5% de la population en 1890 à 13% en 1914. Cette augmentation, qui est déjà très significative, va beaucoup s'intensifier après la fin de la Première Guerre mondiale. Cette guerre va opposer la Triple Alliance, composée de l'Italie, de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, qui vont rapidement être rejoints par l'Empire ottoman, contre la Triple Entente, donc la France, l'Angleterre et la Russie. En 1916, alors que la guerre battait encore son plein, la France et l'Empire britannique signent un accord secret pour se partager, dans le cas d'une éventuelle victoire, les colonies de l'Empire ottoman. Dans ce plan nommé Sykes-Picot, il est décidé que la Palestine sera sous contrôle international, ce qui est un beau mot pour dire qu'elle va être administrée conjointement par les gagnants de la guerre, dont potentiellement le Royaume-Uni. Mais l'Empire britannique, lui, veut plus de territoire au Moyen-Orient. Et c'est dans ce contexte qu'en 1917, la déclaration Balfour est écrite. La déclaration Balfour est une lettre ouverte, écrite par Arthur Balfour, alors ministre britannique des Affaires étrangères, à Lionel Rothschild, un riche financier britannique du mouvement sioniste. Dans cette lettre, Balfour promet aux Juifs de mettre en place, dans le cas d'une victoire du Royaume-Uni, un foyer national juif en Palestine sans, je cite, porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives présentes sur le territoire, ni aux droits ou au statut politique des juifs dans les autres pays. Derrière cette déclaration qui, vous allez le voir, ne va pas tenir toutes ses promesses, les raisons qui vont pousser le Royaume-Uni à écrire une telle lettre ouverte sont assez vagues. Mais ce qui est sûr, c'est que cette lettre ouverte va accélérer la venue des Juifs en Palestine. Ce faisant, après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique s'empare de la Palestine qui vient d'être perdue par l'Empire ottoman. À cette époque, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va donner la possibilité au Royaume-Uni de mettre en place dès 1922 un mandat en Palestine. Pour faire assez simple, un mandat, c'est littéralement de la colonisation, mais qui, cette fois-ci, est approuvé par la communauté internationale. Bien évidemment, une colonisation qui a pour but la mission de civiliser les peuples non encore capables de se diriger par eux-mêmes. Ça peint, hein.
la colonisation à l'époque en tant que telle n'a absolument rien de surprenant. Non, le plus surprenant c'est que la Palestine va devenir une sorte de colonie de peuplement, non pas peuplée par les habitants de la métropole britannique, mais par des juifs eux-mêmes qui vont venir de partout dans le monde. Et c'est le caractère colonial de la chose qui va engendrer petit à petit des tensions même au sein de la Palestine. Avant les années 20, il y avait certes peu de juifs, mais ceux qui étaient présents cohabitaient pacifiquement avec les arabes musulmans et chrétiens qui étaient déjà là, et ce pendant des siècles. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est le caractère colonial de l'immigration juive en Palestine britannique qui va engendrer des tensions. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le mandat palestinien dit vouloir préserver les droits des non-juifs, ce qui lui donne une apparence équitable, mais ce n'est qu'une facette. Déjà, dans le texte de la Société des Nations qui prévoit les termes de ce mandat, le mot peuple n'est jamais utilisé pour désigner les Arabes, contrairement aux Juifs. Non, les Arabes sont nommés habitants, voire indigènes. Cela peut paraître comme futile et courant à ce moment-là, mais il faut comprendre que ça montre le caractère colonial du mandat britannique en Palestine. En plus, la Palestine mandataire prévoit l'immigration massive des Juifs en Palestine, mais surtout l'acquisition massive des terres palestiniennes par les Juifs. De ce fait, les Arabes de la région voient d'un mauvais œil les puissances occidentales qui font venir des Juifs dans leurs terres afin de les acquérir massivement. En plus, les Juifs commencent à être de plus en plus nombreux. Ils passent de 13% de la population à 33% en 1944, ce qui correspond à plus de 605 000 individus. Donc dès 1920, des affrontements commencent à éclater entre Arabes et Juifs, qui certes ne sont pas énormes, mais qui suffisent aux Juifs de vouloir s'armer par eux-mêmes. C'est dans ce contexte qu'est né la Haganah, un groupe paramilitaire juif qui peut être considéré comme l'ancêtre de l'armée israélienne, le Tzahal. Bon, à ce moment-là, je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire que les Arabes de la région en ont un peu marre de la situation. C'est pourquoi ils décident dès 1936 de mettre en place une grève générale qui va rapidement tourner en détention armée afin de protester contre l'immigration coloniale juive. C'est le début de la révolte arabe. Cette révolte arabe va se conclure en 1939 avec le Livre blanc britannique. En gros, le Livre blanc britannique est une déclaration de l'Empire britannique qui dit vouloir freiner l'immigration juive dans la région qui continuait encore à ce moment-là. Mais si vous avez écouté un minimum lors de vos cours d'histoire, je pense que vous savez ce qui s'est passé en 1939. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Cette période va beaucoup marquer les esprits, notamment car ce sera une période très sombre pour les Juifs d'Europe. Que ce soit la Shoah, la collaboration ou les camps d'extermination nazis, ce sera une période très sombre et plus qu'inhumaine pour les Juifs. Et cela va être un élément très important pour la suite de l'histoire. L'Europe en tant que telle va se sentir coupable de ce qui s'est passé pour les Juifs et donc va vouloir se racheter des actions commises. D'autant plus qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni n'est vraiment pas en pleine forme. Il a perdu beaucoup lors de la Seconde Guerre mondiale et il commence un peu à se lasser de la Palestine, surtout qu'il a beaucoup d'autres colonies à gérer. C'est dans ce contexte qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni décide de laisser le sort de la Palestine à la toute nouvelle ONU, l'Organisation des Nations Unies qui vient tout juste d'être fondée. L'ONU va mettre en place un comité qui va se charger de trouver un nouveau futur pour la Palestine. Ce comité, qui au passage ne consultera pas l'avis des Arabes palestiniens pour cause de boycott, va proposer deux solutions. La première est de mettre en place un seul État palestinien fédéral où les Juifs et les Arabes pourraient vivre en harmonie. La deuxième solution sera de mettre en place deux États, un palestinien et un État juif. Et c'est la deuxième solution qui va être utilisée par l'ONU en 1947 pour mettre en place le plan de partage de la Palestine. Ce plan a trois particularités importantes. La première, la ville de Jérusalem, très importante pour les Arabes et pour les Juifs, va être sous contrôle de l'ONU et non pas dirigée par l'un des deux pays. La deuxième est que le territoire juif représente 55% de la Palestine, alors que les Juifs sont encore minoritaires et qu'ils ne représentent que 8% des propriétés sur le territoire. Alors même si une bonne partie de cette région juive est constituée du Negev, une région totalement désertique, eh bien ce qu'il faut comprendre c'est que même si la Palestine était amputée de ce Negev, les Juifs passeraient de 8% des propriétés à environ la moitié. La troisième particularité, et probablement la plus importante, et que les territoires arabes ont été tracés aux endroits où il n'y avait pas de juifs. Cela implique que dans les territoires arabes, il n'y a pas de juifs, mais que dans les territoires juifs, il y a possiblement des arabes. Et pas qu'un peu. Au sein du territoire juif, il y aurait entre 45 et 50% d'arabes, ce qui va faire émerger dans la tête de certains le fait de vouloir déplacer ces populations arabes des territoires juifs. Retenez bien cette information, elle sera extrêmement importante. Bon, revenons au plan de partage de l'ONU.
Celui-ci va finalement être adopté à la majorité en 1947. Mais ce qui peut être intéressant de regarder, c'est de voir qui a voté pour et qui a voté contre. Dans les votes pour, vous avez une grande partie de pays européens qui veulent se racheter des actions commises lors de la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont aussi accessoirement des colonisateurs et impérialistes dévoués. Dans les votes contre, vous avez des pays qui viennent de subir des vagues de colonisation, tels que l'Inde, le Pakistan ou encore les pays arabes. Des pays qui ont déjà vécu des atrocités coloniales et qui savent que quelque chose ne va pas tourner bien rond si ce plan de partage aboutit. Bon, comme le vote est passé, les Arabes de la région qui sont totalement contre ce plan de partage, et ça se comprend, vont prendre les armes et vont déclencher une courte période de guerre en 1947 qui va finalement être gagnée par les Juifs et la Haganah qui sont beaucoup mieux préparés et mieux armés. Et la victoire juive est confirmée en 1948 lorsque l'État d'Israël est proclamé par Ben Gourion. Là, les pays arabes aux alentours qui jusqu'alors ne proféraient que des menaces contre Israël, vont prendre les armes afin d'empêcher l'existence d'Israël. Une coalition formée de l'Égypte, de l'Irak, du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, du Yémen du Nord et de l'Arabie Saoudite vont attaquer Israël, ce qui va déclencher la première guerre israélo-arabe en 1948. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de la guerre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1949, les pays arabes ont lamentablement perdu la guerre. Le jeune État juif, tout petit et minuscule, vient de gagner contre les géants arabes, étant mieux préparé et mieux armé. Cette guerre aura deux conséquences. La première, Israël va récupérer une bonne partie des territoires palestiniens, occupant maintenant 78% du territoire. De plus, les 22% de territoires palestiniens restants vont être administrés par les pays arabes aux alentours. La bande de Gaza sera sous contrôle égyptien, alors que la Cisjordanie sera sous contrôle jordanien. La deuxième conséquence sera beaucoup plus dramatique. Israël va décider de chasser délibérément des centaines de milliers de Palestiniens de leurs terres. Plusieurs sources se battent encore pour savoir quel est le réel nombre de déplacés à ce moment-là, mais plusieurs s'accordent à dire que c'est au minimum 350 000 personnes, soit plus de la moitié des Palestiniens de l'époque, qui doivent quitter leur maison pour se réfugier dans les pays arabes aux alentours ou dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. Cet épisode va être nommé la Nakba, ou la catastrophe en arabe, et qui va marquer la population palestinienne à jamais, étant donné qu'ils n'auront jamais le droit de retour dans leurs terres jusqu'à aujourd'hui. En fait, à ce moment-là, le sionisme passe d'une simple idéologie voulant réunir les juifs autour d'une terre à véritable projet de colonisation. Là, je pense que vous commencez à comprendre les bases mêmes sur lesquelles sont fondées Israël, une base colonisatrice. Il faut très bien comprendre ça parce que ça va être essentiel pour toute la suite des événements. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout fini. Alors juste après vous avoir parlé de la Nakba, il faut que je m'intéresse un peu plus à la géopolitique des pays aux alentours. Après la première guerre israélo-arabe, je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire que les pays arabes aux alentours sont vraiment dépités. Perdre contre un pays qui vient seulement de naître et en plus confère des crimes odieux contre des personnes du même peuple, ça ne s'oublie absolument pas. Mais au fait, comment Israël a fait pour gagner? D'où est-ce que leurs armes viennent? Et comment ont-ils fait pour se défendre aussi facilement? Eh bien la réponse va peut-être vous surprendre. Comme je vous l'ai dit, le plan de partage de la Palestine par l'ONU a été voté notamment à l'aide des votes des pays occidentaux. Mais ce que je me suis retenu de vous dire, c'est que le plan de partage de l'ONU a été voté notamment à l'aide de l'URSS. Et pas que, c'est l'URSS qui va armer, par l'intermédiaire de la Yougoslavie, Israël lors de la première guerre israélo-arabe. Alors les raisons qui vont pousser l'URSS à soutenir Israël au début sont assez floues et assez larges, mais je ne vais pas aussi m'y attarder. Retenez juste qu'au début, c'est l'URSS qui a soutenu militairement Israël. Ça aura son importance par la suite. Revenons maintenant aux pays arabes aux alentours qui, je me suis bien tenu de vous le dire, n'ont pas le même niveau d'engagement envers les Palestiniens. Vous avez certes des pays qui vont tout faire, du moins au début, pour faire dégager Israël, qui est considéré comme un colon venu coloniser les terres palestiniennes. Et de l'autre, des pays qui vont commencer à accepter Israël et même à collaborer. Et c'est le cas de la Jordanie. En fait, même si la Jordanie a participé à la première guerre israélo-arabe et même aux suivantes, parce qu'il y en aura, eh bien il est courant de se dire à cette époque que le dévouement jordanien envers les Palestiniens n'est pas sans faille. Pour preuve, le roi de Jordanie va même déclarer à une haute responsable sioniste, Golda Meir,
que la Jordanie ne souhaitait pas combattre les sionistes s'ils pouvaient récupérer la Cisjordanie. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes les relations d'Israël avec les pays arabes, et ce n'est vraiment pas le but, mais comprenez juste à ce moment-là qu'on sent qu'il y a des pays qui, petit à petit, commencent à se détourner de cette cause palestinienne. Au contraire, vous avez des pays qui, du moins au début, vont tout faire pour essayer de faire dégager Israël. Et on va s'y attarder quelques petites minutes. Et on va notamment parler de l'Égypte. Alors je ne vais pas m'attarder sur la situation politique de l'Égypte, et ce n'est pas le but, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, l'Égypte a un tout nouveau chef d'État, Gamal Abdel Nasser. Ce socialiste a le goût amer de la défaite contre Israël, et va tout faire et s'armer le plus rapidement possible dans le but d'une nouvelle guerre contre Israël. Et pour cela, il va trouver un nouveau fournisseur, l'URSS. Israël, elle, va aussi vouloir s'armer rapidement et de trouver un nouveau fournisseur que les soviétiques qui commencent à financer l'Égypte. Et Israël va se tourner, entre autres, vers la France. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, il faut savoir qu'à partir de 1956, grâce à la France, Israël va commencer à pouvoir se doter d'une arme qui peut rendre n'importe quel pays surpuissant, l'arme nucléaire. Et petit à petit, l'armement d'Israël et de l'Égypte et de quelques pays aux alentours vont engendrer une nouvelle guerre en 1967. À ce moment-là, le Sinaï, une région désertique égyptienne, est occupée par les casques bleus de l'ONU. Mais le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, va demander aux casques bleus de l'ONU de se retirer du Sinaï. Même si cette décision n'est pas une déclaration directe de guerre, cela suffit à Israël pour déclencher une nouvelle guerre qu'on nommera la guerre des 6 jours, qui va opposer Israël à une coalition de pays arabes. Et comme son nom l'indique, la guerre ne va durer que quelques jours. Et pour cause, l'écrasante victoire israélienne qui annexe 100% du territoire palestinien, ainsi que le Sinaï égyptien et le plateau du Golan en Syrie. Encore une fois, les pays arabes aux alentours sont dépités. Israël a réussi à les surpasser militairement et tactiquement, en plus d'avoir pris possession de 100% du territoire palestinien. En plus, on estime que 300 000 Palestiniens sont obligés de quitter leur maison à cause d'Israël pendant et après la guerre des 6 jours. Mais au lieu de stopper Israël dans cet exode forcé qu'ils font subir aux Palestiniens, les pays arabes ont le moral au plus bas, surtout l'Égypte. Après la guerre des 6 jours, les ambitions des pays arabes sont revues à la baisse. Ils ne veulent plus maintenant récupérer les terres palestiniennes, mais seulement récupérer les leurs. Autrement dit, le Sinaï et le plateau du Golan. Et c'est quelque chose qui va beaucoup se faire ressentir après la mort du président égyptien Gamal Abdel Nasser, qui va être remplacé par Anwar Sadat. Anwar ne cherche plus à aider et à trouver une solution pour les Palestiniens, mais seulement à récupérer le Sinaï qu'il a perdu. Il va tout faire pour le récupérer. Il va même proposer la paix à Israël pour qu'il puisse se retirer du Sinaï, ce qu'Israël a totalement refusé. Et ce refus d'Israël de faire la paix va engendrer une troisième guerre entre Israël et les pays arabes qui vont essayer de récupérer les territoires perdus. C'est la guerre du Kippour. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie vont conjointement attaquer par surprise Israël afin de récupérer le Sinaï et le plateau du Golan. La guerre ne sera pas longue. Moins d'1 mois suffisent pour qu'un cessez-le-feu soit négocié. Petite importance tout de même. Les Américains ont commencé à financer Israël lors de la guerre et c'est une réalité qui va encore se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi savoir sur ce cessez-le-feu, c'est que l'Égypte et la Syrie n'ont pas encore récupéré le plateau du Golan, en plus qu'Israël contrôle totalement la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et pour mettre la pression sur Israël pour qu'elle se retire des territoires occupés, les pays arabes aux alentours, qui sont aussi membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, vont décider d'augmenter les prix du baril en plus de diminuer les exportations vers les États-Unis et leurs alliés. Cette action n'est vraiment pas anodine, car elle va déclencher un choc pétrolier en 1973, ce qui va mettre un gros coup sur l'économie occidentale. En fait, les pays arabes utilisent maintenant la diplomatie afin de pouvoir récupérer les territoires qu'ils ont perdus, car ils connaissent maintenant la supériorité militaire israélienne. Et ces tentatives diplomatiques vont se résulter par la signature des accords de Camp David en 1979 par le président égyptien Anwar Sadat et le premier ministre Menahem Begin israélien, et qui prévoit le retrait d'Israël du Sinaï. Cette tentative diplomatique va être vue comme une trahison par les Palestiniens et par beaucoup de pays arabes, car elle va jeter à l'eau tous les efforts mis et déployés afin d'arrêter les activités coloniales d'Israël en Palestine. Ce que Sadat a fait ressemble un peu
à ce que Pétain a fait en France. Rappelons que jusqu'à aujourd'hui, la Syrie n'a pas récupéré le plateau du Golan. Mais que voulez-vous? Après 3 guerres de suite perdues, les pays arabes n'ont vraiment plus envie de parler avec Israël. Et avec tout ce qu'on a vu, on pourrait dire que la cause palestinienne est perdue, que les pays arabes n'ont plus envie de les aider et qu'Israël peut faire maintenant tout ce qu'elle veut. Ça, c'est sans compter sur la lutte palestinienne elle-même. إنني ثائر من أجل الحرية. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Pour parler de la lutte palestinienne, il faut revenir un peu plus tôt, en 1964. Et cette date n'est absolument pas choisie au hasard. C'est en 1964 qu'est née au Caire l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, avec à sa tête Ahmed Shoukaïri. Cette organisation va être très importante dans la lutte contre les activités d'Israël, tant politiquement que militairement. En fait, l'OLP va, au fur et à mesure de son histoire, contenir plusieurs organisations qu'on va séparer en 2 branches. Une branche politique composée de plusieurs organisations politiques palestiniennes et de l'autre, une branche armée qui va contenir plusieurs groupes de lutte. Alors les organisations au sein de l'OLP sont nombreuses et multiples, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui est, je pense, la plus importante, le Fatah. Le Fatah est une organisation qui a été fondée un peu plus tôt que l'OLP, en 1959, par un certain Yasser Arafat. L'organisation, au début pas très populaire, va rapidement prendre de l'ampleur et intégrer l'OLP. En 1969, seulement 5 ans après la fondation de l'OLP, c'est Yasser Arafat qui va prendre la direction de l'OLP jusqu'à sa mort en 2004. Bon, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous expliquer plus en profondeur la situation. L'OLP va être en premier temps une organisation de lutte armée qui va mettre beaucoup de bâtons dans les roues à Israël et qui va fortement être influencée par son chef Yasser Arafat. Ce qui va suivre est un condensé d'informations sur la lutte palestinienne, car en parler serait trop long pour une vidéo du genre. Donc pour les plus fins connaisseurs d'entre vous, ne vous étonnez pas si j'ai délibérément décidé de sauter certains passages. Revenons à l'OLP. Après la montée au pouvoir de Yasser Arafat, l'OLP va mener une lutte au sein même d'Israël. Son objectif premier va être la libération totale et complète de la Palestine et va mettre beaucoup de bâtons dans les roues pour déstabiliser l'armée israélienne. Pendant ces années, l'OLP va vite devenir une grande figure de la lutte pour les Palestiniens ainsi que son chef Yasser Arafat. Comprenons aussi que pour des raisons évidentes de sécurité, l'OLP n'a pas son quartier général au sein même des territoires occupés palestiniens, mais bien à l'étranger. Et c'est quelque chose qui va être très important, car cette information va être la cause de l'une des pires périodes pour l'OLP, ce qu'on appelle le Septembre Noir. Pour être précis, en septembre 1970, l'OLP va décider de déménager son quartier général de Damas en Syrie à Amman en Jordanie. Mais là, c'était sans compter sur le roi Hussein de Jordanie qui a décidé de mettre fin à toute présence de lutte palestinienne sur le sol jordanien et qui va délibérément utiliser la manière forte pour empêcher l'OLP de s'installer. Quand je vous disais un peu avant que certains doutaient de la sincérité de la Jordanie, c'est que ce n'est pas par hasard. Après cet événement, l'OLP va continuer d'essayer de déstabiliser Israël, mais cette fois-ci depuis le Liban. Pendant cette période, l'OLP, qui va être menée par un Yasser Arafat de plus en plus influent, va connaître plusieurs victoires. L'OLP sera reconnue internationalement par l'ONU en 1974 comme représentante du peuple palestinien, en plus d'être admise à l'ONU comme membre observateur. Cependant, pendant que l'Organisation de libération de la Palestine continuait de lutter contre Israël depuis le Liban, Israël va finalement décider d'envahir le Liban en 1982 afin d'officiellement en finir avec l'OLP, même si on sait aujourd'hui que ça vient plutôt d'un rêve expansionniste et impérialiste qu'autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après plusieurs mois de lutte, Israël va finalement décider de se retirer du Liban en occupant quand même une partie de la région sud de celle-ci. C'est aussi à la même période qu'un parti et un groupe de lutte armée libanais, le Hezbollah, va être fondé. Retenez bien son nom, il sera important pour la suite. Aussi, pendant l'invasion israélienne du Liban, Yasser Arafat devra s'exiler du Liban vers l'international et commencera petit à petit à laisser tomber la lutte armée pour finalement aller vers la diplomatie. Cependant,
un événement va tout chambouler. En 1987, les civils palestiniens en ont marre de la colonisation israélienne et du faible résultat des groupes de lutte armée qui vont décider eux-mêmes de prendre les armes. C'est le début de la première intifada. Alors quand je parle de prendre les armes, je veux dire ce type d'armes contre ce type d'armes. J'espère que vous comprenez que le rapport de force est totalement déséquilibré. Et on peut remarquer ça au bilan. Il y a 10 fois plus de morts palestiniens que d'Israéliens. Cette première intifada va se conclure par la signature en 1993 des accords d'Oslo, qui vont être signés par Yasser Arafat et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Et arrêtons-nous 2 minutes. Depuis le début de la première intifada, Yasser Arafat, comme je l'ai dit précédemment, privilégie de plus en plus la méthode diplomatique que la lutte armée. Cette approche plus diplomatique va résulter en la signature des accords d'Oslo, qui, pour faire très simple, vont faire en sorte qu'Israël soit reconnu par l'OLP et que, inversement, l'OLP est reconnu comme seul représentant du peuple palestinien par Israël. De plus, l'accord prévoit que la Cisjordanie sera découpée en différentes zones. Une première zone qui sera sous le contrôle de la toute nouvelle autorité palestinienne, une seconde zone qui sera certes sous contrôle palestinien mais sous sécurité israélienne, et une troisième zone, plus majoritaire, sera annexée par Israël. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cet accord, tout simplement parce que ce sera un échec. Un échec, et ce pour plusieurs raisons. La première est la radicalisation israélienne. De plus en plus, la population israélienne s'enfonce dans une vision radicale et d'extrême droite qui va criminaliser les Palestiniens et dire que ces accords équivaut à faire un pacte avec le pire des ennemis. Surtout que pour eux, la lutte palestinienne est équivaut à une lutte terroriste. Un sentiment qui est renforcé lorsqu'ils voient que plusieurs Palestiniens ne sont pas satisfaits de ces accords. Et pour beaucoup de Palestiniens, signer cet accord signifie que cette lutte qui a été longtemps menée est définitivement perdue. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir de penser comme ça, car même si je ne suis pas rentré dans les détails de cet accord, il est évident que cet accord n'est là que pour faire bonne conscience à Israël à l'international. En plus du fait qu'il ne propose pas une réelle solution viable à long terme pour les Palestiniens, surtout ceux de Gaza, où Israël occupe encore militairement le territoire. De plus, de nouveaux mouvements commencent à émerger, tels que le Hamas, qui a été fondé lors de la première intifada, et qui dénonce les actions de Yasser Arafat comme un aveu de défaite, ce qui rejoint une bonne partie de la population palestinienne. Les accords d'Oslo étant tombés à l'eau, un nouvel essai va être organisé en juillet 2000 et qui sera le sommet de Camp David II. Rappelez-vous, le premier sommet de Camp David a eu lieu en 1979 entre le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin. Cette fois-ci, Yasser Arafat va être accompagné du premier ministre israélien Ehud Barak avec la médiation du président américain Bill Clinton. Mais cette fois-ci, pour à peu près les mêmes raisons, cet accord va être voué à l'échec. Là, c'en est trop pour les Palestiniens qui vont lancer une deuxième révolte, une deuxième intifada de 2000 jusqu'en 2005. Ces 5 ans seront les plus meurtriers, étant donné que les Palestiniens auront 3 fois plus de morts que les Israéliens, toujours causés par le rapport de force totalement inégal. Cette deuxième intifada va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza qui a été chassée par le Hamas. Si on prend la nouvelle comme telle, elle peut être réjouissante pour les Palestiniens qui vont enfin se débarrasser de la colonisation israélienne au sein même de Gaza. Le problème ici, c'est que si Israël ne peut pas maintenir une présence militaire sur les terres même de Gaza, elle peut maintenir une présence dans les airs et autour. C'est le début du blocus sur Gaza qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors si on parle de l'armée israélienne qui sort enfin de Gaza, on ne peut pas en dire de même pour la Cisjordanie. La région est affaiblie depuis la mort de Yasser Arafat en 2004 et de plus en plus sujette aux colons qui grappillent de plus en plus de terrain. Alors oui, l'autorité palestinienne a obtenu certains territoires en Cisjordanie, mais le problème c'est qu'ils sont très minces et qu'ils sont rongés par les colons israéliens. Cependant, une autre conséquence de cette deuxième intifada est la mise en place d'élections à Gaza après qu'Israël se soit retiré. Sur le papier, c'est une nouvelle réjouissante, mais pas pour Israël et son allié américain. En effet, avec la présence de plusieurs organismes internationaux afin de contrôler ces élections, le Hamas obtient une deuxième victoire. Après avoir délogé Israël, il gagne les élections. Ces élections auront 2 conséquences. En effet, la première sera le renforcement du blocus israélien sur Gaza, car Israël n'a jamais accepté le fait que le Hamas soit porté au pouvoir par le peuple. La deuxième conséquence sera que, comme le Hamas vient de gagner les élections, l'autorité palestinienne de l'OLP va quitter la bande de Gaza. En fait, cela va être une fracture entre l'autorité palestinienne de l'OLP qui va privilégier la
collaboration, et de l'autre côté, la bande de Gaza du Hamas qui va continuer la lutte armée. Cette fracture va même enclencher une guerre interne entre l'OLP et le Hamas eux-mêmes. Ils ont bien essayé de s'unir en 2014, mais que voulez-vous, cette situation arrange beaucoup trop Israël, car elle peut continuer à implanter ses colons en Cisjordanie et bombarder Gaza en disant que c'est pour détruire le Hamas. Et tout cela nous mène à aujourd'hui. Israël a mené plusieurs guerres à Gaza entre les années 2000 et 2010, soi-disant pour détruire le Hamas, même si le rapport de force est totalement inégal. Et la guerre que nous vivons à Gaza depuis un peu plus d'un an est exceptionnellement meurtrière. Ça aura pris presque 76 ans à l'ONU pour qu'elle dise enfin que la situation en Palestine et à Gaza est totalement inhumaine, en plus de dire qu'elle présente les indicateurs flagrants d'un génocide. Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. En plus d'émettre des mandats d'arrêt contre les chefs israéliens, même si on sait que ça ne va pas aboutir à grand chose. Israël continue toujours et encore son implémentation coloniale dans les terres palestiniennes, soutenue par un Occident de plus en plus avec eux. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous montrer les images choquantes qu'on voit. Les enfants qui sont tués froidement, soldats israéliens qui s'amusent à tuer. La Palestine et surtout Gaza sont devenus le théâtre de l'une des pires catastrophes humanitaires, sanitaires et militaires que l'humanité ait connues. It is, in my mind, a Holocaust. There have been so many Holocausts, in quotes, all over the world. We say never again. It's an empty slogan. قد توقف سيارات الإسعاف من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتعامل معنا بأبشع الأساليب والطرق وتجردنا من ملابسنا رغم وجود شعارات وزارة الصحة والإسعاف والطوارئ على المركبات وعلى الزي الذي نرتديه. Israël ne s'arrête pas là. Elle a tenté maintes et maintes fois d'envahir le Liban après 82 avec sa toute nouvelle invasion en 2024 qui est encore aussi meurtrière. Toujours selon eux pour déloger le Hezbollah, même si leurs actions sont plus liées à la tuerie de masse qu'au délogement d'organisation. Les États-Unis, plus présents que jamais, continuent de soutenir sans faille Israël, ainsi qu'une bonne partie de l'Occident en général. Et avec tout cela, on est en droit de se poser une question. Est-ce que tout cela va changer? Est-ce que les Palestiniens pourront un jour récupérer leur souveraineté territoriale et politique sans qu'aucun colonisateur ne puisse les y empêcher? Eh bien, la solution pourrait bien venir des sphères les plus communes. De plus en plus, et surtout avec la démocratisation de l'information, de plus en plus de personnes commencent à ouvrir les yeux sur les actions d'Israël. Aux États-Unis, Canada, France ou en Allemagne, la jeunesse en particulier commence à voir ce qu'il se passe et à pointer du doigt les actions d'Israël, tout en faisant pression sur le gouvernement et institutions afin qu'ils ne puissent pas tomber dans cette propagande. Alors est-ce que la pression populaire pourra devenir si grande un jour qu'elle pourrait faire changer le cours des conflits? Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est à nous de l'écrire.